pourtant, justement, penser mode et philosophie dans le cadre de la pop philosophie semble faire sens. On n'entend pas? Vous m'entendez là? Oui? Ok. Donc, je disais, donc je remercie tout le monde et merci à vous tous d'être là. J'ai un écho, c'est normal? Oui? Oui. Ok. Dites-moi. Donc, je vais commencer par dire que lorsqu'on pense à la combinaison mode et philosophie, ça peut paraître un peu étonnant. En même temps, interroger cette combinaison dans le cadre de la pop philosophie fait tout à fait sens. Et on pourrait même se demander si c'est pas là le rôle de la philosophie, qui est de penser, en tout cas de la pop philosophie, faudrait-il dire, penser des objets non pensés ou penser des objets qui semblent résister à toute une série de typologies intellectuelles et académiques. En même temps, le défi, lorsqu'on met mode et philosophie ensemble, c'est évidemment pas de surdéterminer ou surintellectualiser l'objet même en question, qui est donc la mode. Alors, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que dans les milieux académiques et universitaires, et il faut que j'avoue, c'est le milieu dont je suis issue, il y a une certaine résistance face à cette combinaison mode et philosophie, alors que dans le monde anglo-saxon, on parle de fashion theory. Donc cette idée qu'une théorie de la mode, une pensée de la mode peut être abordée dans le cadre des universités au-delà des écoles de mode. Alors aujourd'hui, mon exposé, je suis la première de la série, aura un caractère résolument introductif, certainement très généraliste, schématique et donc très didactique. Voilà, c'est pour introduire la problématique. Alors je vais commencer par quelques remarques préliminaires. Alors la première chose, c'est qu'il est impossible de penser la mode en dehors de l'aspect sociologique de la mode. C'est-à-dire que le rôle et la pertinence de la philosophie n'est pas, à l'inverse de la sociologie, de décrire, de catégoriser, de faire état d'observation, mais principalement d'interroger les effets de la mode. C'est la questionner. Même si évidemment, et c'est là encore une fois un autre défi, la mode, on ne peut pas l'extraire de la matrice sociale et culturelle dans laquelle elle est logée. Alors, une des questions qui m'intéresse, et c'est là, et je vais y revenir, où mode et philosophie s'accordent bien, c'est dans quelle mesure la mode peut-elle être pensée en fonction de questions philosophiques centrales. Alors, il y en a plusieurs, je vais en énumérer quelques-unes aujourd'hui, et j'en approfondirai seulement une, enfin, approfondirai brièvement. Alors, il y a la question du bien et du beau avec majuscule, la construction de l'identité, l'expérience du temps, le vivre ensemble, le plaisir, la perception du corps, le corps de soi, le corps des autres, le corps de l'autre. Je vais revenir un peu plus tard sur la question du corps. Autre remarque, la diversité sémantique du propos de la mode. D'un côté, on sait tout ce qu'est la mode, et en même temps, quand on demande à la définir, on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors, moi, j'aime penser la mode avec des termes qui lui sont voisins, l'habillement, le textile, le tissu, le design, le costume. Pour ma part, en tout cas dans mon travail à moi, je préfère parler du mode, c'est-à-dire que je remasculinise le mot la mode. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les modes d'apparaître et les modes d'habiter du vêtement et de ses attributs. Dans ce sens, je refuse une ontologie de la mode, des modes, je mets l'intérêt sur la mode au pluriel, enfin les modes au pluriel, pour éviter justement de se concentrer simplement sur la mode comme un générique englobant d'une logique urbaine, occidentale et massive. Alors il y a un autre terme que j'aime mettre en avant aussi, une expression que tout le monde connaît, qui est l'ère du temps. La mode, c'est profondément l'ère du temps, la question de l'ère, avoir l'air de, mais aussi quelque chose qui nous échappe, le caractère vaporeux du temps. Alors évidemment, il faudrait se demander de quel temps il s'agit. Est-ce que c'est le temps toujours changeant et cyclique de la mode dont tout le monde parle, donc une mode qui se répète sans véritablement offrir de différence, ou est-ce que c'est le temps du pur événement qui, par sa même occurrence, produit les ouvertures et les fissures? Alors, une autre remarque, un autre défi, c'est à la fois penser l'objet de la mode dans son industrie, et donc dans le discours qu'il a produit, mais aussi dans sa pure matérialité. Et déjà, dans les deux cas, il y a une problématique par rapport à la tradition philosophique.
Dans le premier, c'est penser l'objet de consommation, et dans le deuxième, c'est se détourner d'un substrat plus irréductible, plus profond, qui est ce qu'on appelle, évidemment je schématise un peu, mais l'essence des choses. Alors même s'il est certain qu'on ne peut pas considérer la mode en dehors de l'industrie qui la produit, on essaiera quand même d'ouvrir des champs possibles de contestation. Et en cela, et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de mettre mode et philosophie ensemble, on touche aussi au côté transversal, en tout cas je l'espère transformateur de l'activité philosophique. Alors dans ce sens, il faudrait, je dis bien faudrait, revaloriser la matérialité de la mode et redonner à la surface une certaine légèreté qui ne soit pas sans substance, mais qui ne soit pas que substance non plus. Donc c'est aussi cette tension, qui est également une vieille question philosophique entre l'apparence et l'être. Et je dirais que la question, c'est pas de sortir de cette dialectique, de trancher l'un sur l'autre, mais plutôt de questionner les effets entre l'un et l'autre, les allers-retours possibles. C'est pour ça aussi, chose sur laquelle on appuie, sur laquelle on médite beaucoup, c'est le sujet paradoxal, c'est pas contradictoire de la mode par rapport à la philosophie, qu'on distingue parfois de façon un petit peu cliché, la mode d'un côté éphémère, la frivolité, la superficialité, on écrit beaucoup là-dessus. De l'autre côté, évidemment, la philosophie, avec sa quête de la sagesse, de la vérité, de la substance, donc la paraître et l'être. Alors, il ne s'agit pas non plus, autre remarque, de nier les travers de la mode, je pense qu'on en est tous très conscients, mais évidemment, essayer de ne pas se limiter, se restreindre à ces manquements. Pourquoi? Parce que ces manquements de la mode sont aussi la raison d'être de la mode. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la mode, c'est à la fois un sujet banal et troublant, léger et dense, que la mode, c'est autant jouer, se divertir, se travestir, se déguiser, que se soumettre, se masquer ou s'objectiver, se rendre objet. Ce qui est fascinant et interpellant, c'est le caractère continuellement contradictoire et dialectique de la mode. Et cet aspect contradictoire, ce n'est pas du tout une proposition théorique, c'est une proposition que chacun d'entre nous peut ressentir. Certains diront « j'aime la mode, mais je sais que ce n'est pas très important ». J'aime pas la mode, mais j'aime m'habiller. J'aime regarder, admirer les étoffes, mais je n'ai pas besoin de les acheter ni de les porter. Il n'y a pas vraiment de jugement uniforme, même s'il y a quand même un dispositif qui semble soutenir une certaine uniformité. Alors ces forces contradictoires sont constitutives de notre perception, qui est toujours à la fois, je dirais, pour un petit peu schématiser une fois de plus, admirative et critique du champ vestimentaire et celui de la mode. Alors je vais en revenir aux façons de procéder pour aborder mode et philosophie. Alors la première façon, ce serait de voir comment, dans l'histoire de la philosophie, en tout cas chez certains philosophes et chez certains penseurs, la mode, mais aussi le vêtement, l'accessoire, le costume, le luxe, a été pensé ou abordé. Et on remarquera, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer, que le prisme de la mode permet de comprendre, de saisir les enjeux de certaines perspectives et de certaines théories philosophiques. Alors il y a beaucoup d'exemples, j'en prends un parce que je pense que c'est un exemple qui sera familier pour beaucoup d'entre nous. C'est Rousseau et Voltaire, qui sont deux auteurs qu'on a l'habitude de mettre ensemble puisqu'ils proposent des pensées très différentes. Alors Voltaire, Rousseau, au milieu du XVIIIe siècle, d'un côté on a Voltaire, je fais des petits raccourcis, mais j'essaie de résumer un petit peu. Voltaire qui fait l'apologie économique du luxe, voire même existentielle, qui, pour le dire grosso modo, insiste sur le fait que la circulation des richesses par la voie du luxe est une façon de mettre en avant la collectivité et les échanges. Il écrit dans des poèmes, mais aussi dans un dictionnaire philosophique, qui est un très beau livre de philosophie d'ailleurs, que le luxe a ses valeurs, valeurs de plaisir, de légèreté. On reconnaît ici Voltaire comme quelqu'un qui préconisait le plaisir terrestre, mondain et esthétique. C'est lui qui est à l'origine de cette phrase qu'on recite souvent, qui est « le superflu, chose très nécessaire ». Alors on sait que Voltaire a une approche teintée d'humour, de provocation, à l'inverse de l'hypocrisie. Mais néanmoins, ce qui est intéressant déjà dans la proposition de Voltaire, c'est d'insister sur l'ambivalence du luxe vestimentaire.
C'est de dire que finalement on aime le luxe, mais on n'ose pas trop se l'avouer. Alors face à cela, on a Rousseau, excusez-moi encore du petit détour, qui dans le discours sur les sciences et les arts s'oppose ouvertement à Voltaire, puisque pour lui, dans une toute autre perspective, il insiste sur le fait que le luxe, et pas que le luxe vestimentaire, mais le luxe en général, détourne l'homme de ses principes moraux, puisque Rousseau est habité par la question de la vertu et de l'égalité. Donc voilà, on a ici deux conceptions opposées l'une de l'autre, mais que l'on peut saisir dans toute sa complexité, je pense, à travers le prisme du luxe. Alors, à noter aussi, autre petite parenthèse, que la question du luxe continue à être une question débattue aujourd'hui plus que jamais. Je voudrais juste citer un ouvrage récent, celui du philosophe français Yves Michaud, qui a écrit en 2013 un livre qui s'intitule « Le nouveau luxe, expérience, arrogance, authenticité », où il insiste sur le luxe d'expérience, sur la luxurisation du quotidien, sur cette idée que le luxe contemporain soutiendrait une recherche de la singularité. On se sent unique, on se sent vivre, on se sent habité de plaisir et d'exception dans le luxe contemporain. On cherche à la fois l'artificiel et l'authenticité, la singularité et le conformisme. Le luxe, pour Yves Michaud, étant avant tout une affirmation du plaisir. En somme, ceci n'est qu'un exemple, mais beaucoup de philosophes dans la tradition et aujourd'hui plus que jamais démontrent par le luxe les tendances profondes de l'être humain. Donc à nouveau cette idée du luxe comme superflu nécessaire. Ce qui est intéressant ici, au-delà de méditer bien sûr sur tous les dispositifs du luxe aujourd'hui, c'est que le luxe mesure la fragilité de l'individu et la construction d'individus. Alors, on pourrait aussi, autre petite parenthèse, ce service du luxe vestimentaire pour poser toute une série de questions d'ordre éthique et politique, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Les conditions de travail qui permettent de produire le luxe, la fourrure, la glorification du corps féminin, les besoins de consommation inutiles et superficiels, etc., etc. Ce que je voulais juste dire par là, par ce détour, par Voltaire, Rousseau et le luxe, c'est que la mode, le luxe vestimentaire comme étant lié à la mode, permet de saisir la pensée et l'agenda de certains philosophes, mais pas seulement de la philosophie, aussi de la mode elle-même. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la dynamique entre les deux. Donc, c'est pas simplement pour réécrire la philosophie, mais pour essayer de saisir la mode dans toutes ses occurrences. Alors, la deuxième chose qui est liée à cette idée, je l'ai déjà indiqué, c'est comment la mode vestimentaire, en acceptant la polysémie du terme mode, qui généralement s'articule autour de trois définitions, qui n'est peut-être pas la mienne, mais en tout cas qui est celle les plus répandues. Tout d'abord, la mode comme un système de signes, la mode comme une industrie, même si ça est lié, et la mode comme un moyen d'expression. Alors, si on considère la mode dans cette approche-là, elle pose des questions qui sont, elles, je l'ai déjà indiqué, propres à la philosophie. La question de l'identité, la question de la subjectivité, la question de l'altérité, la question de la temporalité, sur laquelle on a déjà beaucoup écrit, cette idée donc d'une mode qui est toujours à la fois en retard et en avance, qui est constituée par sa propre mort, mais aussi la question du spectacle, la question de la visibilité, la question de la modernité et de la postmodernité. Alors vraiment, la mode est un outil exceptionnel pour comprendre modernité et postmodernité. La question du beau, qui dit la question du beau dit aussi la question de l'art. Alors c'est aussi une question très contemporaine. Est-ce que la mode est de l'art, oui ou non, pourquoi? Autre question qui, moi, je trouve plus intéressante, c'est l'articulation entre histoire et mémoire, par le biais de la mode, donc. Et puis, comme je l'ai indiqué, par la voie du luxe, toute une série de questions d'ordre éthique et politique. Et enfin, une autre question sur laquelle je souhaiterais dire 2-3 mots, la question du corps. On le sait, le vêtement interpelle la nudité, la mode c'est aussi le corps sexué, le corps fétichisé, et donc peut-être qu'à travers la mode, on pourrait concevoir une philosophie du corps. Alors il faudrait ainsi considérer le corps vêtu, le corps à la mode, le corps victime de la mode, le corps qui se dévoile dans la mode ou qui se dissimule avec la mode. Le vêtement écrit, réécrit le corps.
En vêtant le corps, le vêtement lui donne une certaine visibilité ou invisibilité. L'un ne va jamais sans l'autre dans la logique de la mode. Le vêtement est en contact des plus direct avec le corps, ce qui implique une dimension tactile. Alors moi j'aime beaucoup travailler sur la dimension tactile du vêtement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la mode, dans sa logique de représentation et dans sa fabrique virtuelle, déplace, ou en tout cas donne l'impression de déplacer la dimension tactile, ou peut-être justement réinvente la dimension tactile propre au vêtement. Autre question aussi liée à la philosophie du corps et de la mode, c'est le corps des mannequins, qui n'est plus le quotidien du corps, sa réalité dure et tendre, ni sa chair qui domine, mais son image, une idée autosuffisante de la perfection du corps. C'est une idée qui a été largement élaborée dans un très beau livre de Véronique Berghen, Le corps glorieux de la top modèle. Alors on le sait, la mode vestimentaire, de manière explicite ou implicite, influe sur nos façons de voir et de bouger, de faire voir et de faire bouger. Elle fait des propositions continues de nouveaux corps, non pas des corps vêtus, mais des corps stylisés, armés à séduire, à provoquer, à conforter. La mode, au-delà de sa fonctionnalité de protéger le corps du froid et des regards, renvoie des signes symboliques, signes de la culture au sens large dans laquelle nous sommes tous immergés, mais aussi des signes sur comment on se voit, comment on veut être vu ou comment on désirerait être vu. Le corps habillé joue implicitement et explicitement avec la dynamique et le commerce des regards. La mode libère, elle peut même émanciper le corps et, je dis bien et, elle le soumet, l'enferme, le limite. Si le vêtement a cette capacité de jouer de notre corps, il est d'autant plus nécessaire d'y trouver des formes de contestation, des formes qui sont, à espérer bien sûr, libératrices et ludiques. Historiquement, on peut dire que le corps a toujours été soumis à la mode. Il suffit de penser au corset, qui est presque devenu un symbole, au corset des femmes. Dans ce sens, la mode a un pouvoir sur notre façon de voir les choses, qui se traduit alors dans l'habillement ou la transformation du corps. Le corps transformé, c'est autant un corps qui souffre qu'un corps qui s'émancipe. La mode exprime un désir d'être vu, un désir d'appartenir. Georg Simmel a beaucoup écrit là-dessus. Un désir de séduire. Impossible aussi, évidemment, il faudrait méditer là-dessus également, sur la position de la femme dans la mode. Il semblerait que la mode est un indicateur de sa soumission, de ses espaces de soumission, ou, j'insiste, de liberté. Pourtant, on pourrait se demander, c'est une question que j'ouvre avec vous, est-ce que le principe du corset a-t-il vraiment disparu? Est-on vraiment libéré des contraintes vestimentaires? Pas en termes de goût, mais en termes de contraintes physiques et anatomiques. Est-ce que l'idéal d'un corps sans faille, d'un corps athlétique sur lequel la mode se base, ne serait-il pas aussi une sorte de contrainte? La mode ne joue pas que du corps féminin, mais plus profondément avec l'imitation. La mode est aussi un outil très puissant pour comprendre l'animal mimétique. L'identification, la séduction, la reconnaissance, la ressemblance, la dissemblance. Bref, avec toutes ces images qui nous sont sans cesse renvoyées. La mode joue avec la virtualité du corps, sa plasticité est constamment construite et déconstruite, voire manipulée selon les envies et les airs du temps. La mode expérimente toutes les trajectoires possibles du corps, son identité sexuelle, transsexuelle, sa chair propre, son côté animal, tribal, machinal, robotique, son culte du corps jeune, vigoureux, comme l'a très bien expliqué Véronique Berghen. Et d'ailleurs, certains créateurs aujourd'hui jouent, construisent et déconstruisent la morphologie et l'anatomie du corps. La mode ne fait donc pas que vêtir le corps, l'habiller, le styliser ou l'embellir, le rendre séduisant, mais le pousse à ses limites. Entre éblouir, faire rêver, déstabiliser, démonter la charpente du corps sujet. Berghen souligne aussi un paradoxe inhérent à la mode sous l'égide du top modèle. Et je la cite ici, la mise en valeur en gloire du corps aboutit à son absentification, à son immatérialisation. Dans le culte actuel du degré zéro de graisse, de la taille zéro, c'est le corps qui s'efface de la scène. Fin de citation. Le corps exalté, surexposé, fantasmé, que révèle-t-il finalement? Sa substance ou sa disparition? Le corps exposé de la mode permet-il d'habiter harmonieusement
harmonieusement son corps, corps organique, corps empirique. L'être du top modèle, celui de Véronique Berghem, est donc bien celui d'une image. Alors, autre chose aussi qu'il faudrait interroger par rapport au corps, c'est quelque chose que les historiens de la mode ont beaucoup insisté, sur laquelle ils ont beaucoup insisté, c'est la différence de la centralité du corps dans la mode occidentale et la mode orientale. L'exemple des créateurs japonais qui, on le sait, attachent beaucoup d'importance aux matières, aux textures, où on a l'impression que le corps disparaît, alors que l'on dit souvent que dans la mode occidentale, tout le vêtement est créé autour de ce corps central pour le sacraliser, l'embellir. On peut se demander justement si la représentation de la mode n'est pas une double disparition ou si c'est aussi tranché que ça. Si justement cette centralité du corps dans la mode occidentale n'est pas en train de disparaître derrière ces représentations. Donc, alors que dans la culture orientale, la matière peut exister en dehors du corps sujet, est-ce que le corps sujet continue à exister dans les pratiques de la mode occidentale? Autre chose aussi, le corps est à la fois un sujet et un objet. On a un corps, mais on est aussi un corps. Le vêtement est alors un attribut, un accessoire de l'expérience quotidienne du corps. Et donc la question, est-ce qu'on a un vêtement ou est-ce qu'on est un vêtement? La mode brouille les pistes, puisque le corps de soi est aussi le corps de l'autre, ou à tout le moins celui construit par le regard des autres. Dans la société des images qui est la nôtre, il y a confusion entre le corps de soi, le corps des autres et le corps imposé par sa représentation. La société des images, ça a l'air très générique évidemment, questionne l'identité des corps et trouble la matérialité, la chair du corps et celui de sa représentation. En réalité, la logique de la mode renforce l'ambivalence du corps propre à la condition humaine, corps-image, corps de soi, corps de l'autre que soi, de soi qu'on repousse, qu'on accepte, qu'on mutile, qu'on vénère. Il n'y a aucune correspondance lisse et linéaire entre le corps et l'identité. Il y a toujours cette potentialité d'étrangeté, voire d'aliénation du corps qui est en fait amplifiée par la logique de la mode et du vêtement. Le vêtement est éphémère, on le change à sa guise, le corps, lui, est là. Mais aujourd'hui, les transformations que l'on observe dans le vêtement font écho aux transformations du corps, d'où cette dynamique constante de maîtrise et d'aliénation. Alors si j'en reviens à cette combinaison mode et philosophie, je voudrais insister sur un triple objectif. Je vous avais dit, c'est un peu didactique. Tout d'abord, une réflexion d'ordre méthodologique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'insérer l'objet mode dans la pensée? Il y a une posture réflexive et critique évidemment impliquée. Quels sont ces enjeux? Quelles sont les conséquences? Mais j'insiste, enjeux pour le champ de la mode et pour le champ de la philosophie. Autre objectif, proposer un certain nombre de questions résolument ouvertes, s'autoriser à penser les revers de la surface sans fixer ou fossiliser le propos. Et enfin, signaler dans le champ philosophique proprement dit, des auteurs qui ont abordé la question, d'où mon exemple Voltaire et Rousseau, et proposer ainsi une généalogie, si pas une archéologie de la mode vestimentaire dans l'histoire des cités. En se concentrant sur l'objet de la mode, on pensera le monde contemporain, autant ses enchantements que ses désenchantements. Il ne s'agit pas de glorifier, d'encenser ni de condamner la mode, mais de l'interroger au-delà de sa simple fonctionnalité ou de sa logique consumériste opératoire. Alors autre chose aussi que je voudrais préciser, c'est qu'il ne faut pas, je pense qu'il ne faudrait pas faire de la philosophie appliquée, c'est-à-dire appliquer, adapter les méthodes et les critères philosophiques à un objet a priori, je dis bien a priori, non philosophique. Il faut, ça c'est moi qui le dis, mais penser avec l'objet, penser à travers l'objet. C'est pour ça que j'aime utiliser cette expression de mettre un pull à l'envers, rendre les coutures d'un vêtement apparent au sens à la fois figuratif et métaphorique. Alors pour terminer, je voudrais faire avec vous un petit exercice tout simple, exercice c'est un grand mot. Je voudrais que chacun d'entre vous réfléchisse ou observe le temps de quelques secondes ce qui s'est passé en
encore le mot est fort, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ou cet après-midi lorsque vous vous êtes habillé, lorsque vous vous êtes vêtu. En d'autres mots, quel a été votre rapport aux vêtements? À commencer, c'est un lieu commun que c'est là, dans tout le sens de la philosophie, de s'étonner, d'observer, de verbaliser les choses. Évidemment, en vous posant cette question, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes réponses, mais, je vous assure, il y en a des multiples. Pour certains, le vêtement est un acte de protection, un acte non réfléchi, presque instinctif, mécanique certainement. Pour d'autres, un confort, ou encore un véritable plaisir, une expérience ludique, une façon d'adopter plusieurs casquettes. Pour d'autres, ce sera peut-être une émotion esthétique ou une obligation en fonction des attributs sociaux de chacun. Peut-être aussi, je pense que beaucoup d'entre nous le vivent comme ça, se vêtir ou choisir un vêtement est un acte encombrant. Bref, chacun le vit et le perçoit à sa manière et l'investit de toutes sortes d'idées et de sensations. En réalité, ceci n'est pas non plus une proposition théorique, même dans le pur instant de l'expérience du vêtement, aussi éphémère et vaporeux soit-il, une trace mémorielle s'inscrit qui stimule l'imaginaire, l'émotion, mais aussi la critique et une forme de résistance. Non pas résistance comme la dévalorisation des choses et du soi, mais le questionnement. C'est pourquoi on peut dire que la mode n'est pas seulement un paramètre social, mais une perception et une expérience d'être au monde. Et ajoutons quand même que toutes ces appréciations, a priori variées et opposées, coexistent dans la logique de la mode vestimentaire. De la même manière, il s'agit par là de proposer un regard sur le vêtement qui met en avant des perspectives variées et contrastées. La mode vestimentaire n'est pas qu'un geste instinctif, au même titre que manger, laver, dormir, se laver. Elle vous renseigne sur votre rapport au monde, aux choses, à vous-même, aux autres. Même si, je l'ai dit pour certains, il ne s'agit que d'un geste purement utilitaire ou fonctionnel, le vêtement en question, lui, a été conçu, fabriqué, proposé, transmis dans tout un réseau de configurations. Configuration sociale, économique, culturelle, voire même religieuse. Et en le portant, vous poursuivez ce même réseau. Sans oublier que dans un sens presque Foucaultien, la façon dont on saisit la mode est dirigée et sous-tendue par des discours, des théories des croyances, sur ce qu'elle est. Alors, je vous laisse avec une série de questions. On sait que le vêtement est lié à un processus d'autopréservation, de survie même. On se couvre pour des raisons climatiques, pour des raisons de pudeur. Alors j'emploie ici la notion de survie dans un sens physiologique et biologique, mais on peut se demander aussi s'il n'y aurait pas une question de survie identitaire ou culturelle. Autre question, est-ce que la mode, porter un certain vêtement, est-ce un choix individuel libre ou est-il orienté par les structures et les discours sociaux dans lesquels nous opérons? Autre question aussi, l'objet lui-même, l'objet vêtement que vous portez, n'est-il qu'un morceau de tissu qui a été teint, qui a été cousu, qui a été produit? Ou évoque-t-il quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a une signification au-delà de cette matérialité? Autre question, seriez-vous en mesure de réciter la grammaire historique et généalogique du vêtement que vous portez? Et quelle est selon vous, question très générale et ouverte, la fonction première du vêtement? Est-ce une fonction identitaire, sociale, émotionnelle? Alors qu'on est bombardé des signes de la mode dans les espaces aussi bien urbains que virtuels, c'est cette surprésence qui fait que l'on est paradoxalement enclin à ne plus l'évaluer, à l'observer au-delà de ce qu'elle présente. Il y a une certaine acceptation ou visibilité tacite du phénomène qui pourtant soutient une forme de réticence, voire de mépris. Et à ne pas oublier non plus que la mode est souvent dans le champ de l'île, elle est responsable de bien des maux. Et on pourrait se demander si d'autres champs, comme le sport, l'alimentation, les médias, est-ce qu'on parlerait avec la même superficialité, le même excès dans ces cas-là? C'est pourquoi on peut se demander, comme la chercheuse américaine Karen Hansen l'a proposé, y a-t-il une peur philosophique de la mode dans la civilisation occidentale? On pourrait même parler, comme elle le dit, de culpabilité.
Cela dit, il faudrait aussi préciser que si on aime la mode, en tout cas si on apprécie sa valeur dans un contexte historique et muséal, on est dans un autre champ, puisqu'il faudrait évidemment distinguer l'acte de porter, de consommer, d'acheter la mode et celui de l'observer, de le contempler, de le connaître. En somme, et je vais conclure, si la mode est ce qui se démode, comme l'a dit de façon très célèbre Jean Cocteau, certaines considérations, elles, sont peut-être immuables. Si le principe même de la mode n'est pas de s'inscrire dans la durée, puisqu'il est, on l'a dit, et répété, le lieu de changement perpétuel, la façon dont la mode vestimentaire est perçue peut sembler, elle, parfois inchangée. Alors que la mode est par définition changeante, mobile, éphémère, la perception de la mode en tant que ce qui nous éloigne de la question du bien, de la vertu, de la réalisation du soi, semblerait encore et toujours se poursuivre. Cette peur philosophique de la mode, pourquoi ne pas essayer de la surmonter, c'est-à-dire oser la comprendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la transformer pour la sublimer, mais exposer les mécanismes